Bienvenue sur Tsunamia, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Et cette semaine, on a encore pas mal d'actualités à voir, d'autant plus que la semaine dernière, on avait l'épisode spécial du 100e anniversaire, donc déjà, merci à tous ceux qui ont pu me faire des retours. Ça fait vraiment plaisir de voir que il y a quand même du monde et que je parle pas tout seul chaque semaine. Et donc, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire ou même à me faire une petite évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast. Je crois que ça fait un petit moment que j'en ai pas eu pour ceux qui écoutent le podcast sur des appareils Apple. Et sinon, cette semaine, on va faire un épisode un petit peu plus court, puisque pareil, j'avais pas énormément de temps pour me consacrer à cet épisode, mais je voulais quand même absolument vous montrer une des nouveautés de cette semaine, c'est le navigateur internet de Genspark. Alors Genspark, pour ceux qui connaissent pas, c'est une société qui vient de Singapour, qui est à moitié à Singapour, à moitié aux États-Unis, avec des fondateurs chinois, et qui a tout simplement créé des différents agents et qui est assez impressionnante, puisqu'on peut par exemple créer des slides avec qui sont assez qualitatifs, on peut aussi créer des tableaux Excel, etc. Et en fait, ça se base très probablement en majorité sur Claude en termes d'IA, mais aussi sur tout un tas de petites fonctions, de petites optimisations, on va dire, pour que l'IA de Genspark puisse comprendre en fonction de ce qu'on lui demande, qu'est-ce qu'on lui demande exactement et qu'elle puisse derrière faire tout un tas d'actions différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, ils ont lancé leur premier navigateur internet et il est disponible gratuitement. Donc pour le tester, justement pour vous faire une petite démo, j'ai téléchargé ce navigateur et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc en fait, une fois qu'on l'a téléchargé, ça se base en fait sur un navigateur Chrome, en tout cas sur le moteur Chromium. Faut savoir que la majorité des navigateurs internet aujourd'hui, Chrome, Brave, tous ces navigateurs-là, à part Firefox, se basent essentiellement sur le moteur de Chromium. Et ensuite derrière, ils y apportent plus ou moins certaines modifications. Donc à la base, c'est de l'open source et puis après chacun peut le modifier pour en faire quelque chose de différent. Et donc là, Genspark, ils sont pas amusés à coder un navigateur internet du début. Ils ont repris du coup la base de Chromium pour faire ce nouveau navigateur. Et tout simplement, quand on l'ouvre, on se retrouve sur la page principale de Genspark. Alors moi, j'ai jamais trop compris, mais Genspark, ils ont tendance à toujours nous afficher tout un tas de choses, des actualités, etc. Ça fait un petit peu fourre-tout. Je suis pas super fan, mais bon voilà. En tout cas, c'est un petit peu la tendance qu'ils ont à vouloir nous afficher beaucoup de choses. Mais je trouve que là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont quand même commencé à mettre un peu plus en avant tous les différents outils IA qu'ils proposent. Donc, comme je le disais, on peut faire des diapositifs avec Genspark, des tableaux, tout ce qui est documentation. Après ils ont des IA qui sont dédiés au développement. Ils n'arrêtent pas de sortir de nouvelles choses. Là, ils ont sorti quelque chose qui est censé nous aider à faire des montages vidéo. Alors honnêtement, pour l'instant, c'est super buggé. J'ai essayé de le faire, j'ai pas du tout réussi à le faire. Mais voilà, à terme, c'est censé être un système où on lui renvoie une vidéo et à partir de ce qu'on lui a envoyé, il nous fait un montage. Bon, pour l'instant, c'est pas du tout au point. On peut générer des vidéos aussi. On peut avoir accès aussi à de la génération d'images et notamment au dernier modèle Nano Banana de Google. Enfin voilà, il y a tout un tas d'agents qui sont disponibles dans Genspark et c'est assez intéressant du coup de s'en servir parce que certains d'entre eux sont vraiment très puissants. Honnêtement, pour moi, le plus puissant, c'est surtout celui qui fait les diapositifs et celui qui fait les tableaux Excel, notamment parce qu'il est capable d'aller chercher des informations dans des bases, notamment il est capable d'aller chercher des informations sur LinkedIn. Donc quand on l'ouvre et qu'on lui demande par exemple de nous faire une recherche de certaines personnes sur LinkedIn, il est capable d'aller nous tirer pas mal d'informations. Et donc rien que pour ça, je trouve assez intéressant. En tout cas, avec ce navigateur, ce qui est intéressant, c'est qu'on a maintenant tout simplement ici une option en haut à droite qui s'appelle AI Free sur l'appareil. Et ça, qu'est-ce que ça nous permet de faire ? Ça nous permet tout simplement d'installer une IA en local qui va tourner dans le navigateur, mais qui fonctionnera en local sur ma machine. Donc il y a tout un tas de modèles qu'on peut télécharger avec des conseils sur ce qui peut fonctionner ou pas sur notre machine. Donc forcément, plus on a une machine puissante, plus on pourra faire tourner des modèles. Et on va pouvoir du coup les installer. Alors c'est un petit peu comme tout un tas d'autres outils comme LM Studio par exemple ou encore Ollama, mais là je trouve que c'est vraiment rendu ultra simple et donc ça nous permet d'avoir un modèle en local. Et donc là, je sais pas, par exemple, on peut lui demander pourquoi le ciel est bleu et on va voir ce qu'il nous raconte. Et là, ça va nous faire une réponse donc où il n'y a pas de connexion internet, c'est vraiment la réponse directement du modèle qui tourne en direct sur ma machine. D'ailleurs, là, on voit qu'il n'est pas ultra rapide, donc je le trouve un peu plus lent que ce que moi j'arrive à faire, par exemple, quand j'utilise un modèle comme Ollama ou LM Studio, puisque là, je vois qu'il prend pas mal de temps à nous faire sa réponse, mais voilà, il finit quand même par nous répondre, et il arrive à nous faire une réponse qui m'a l'air d'être tout à fait
correct. L'autre fonctionnalité hyper intéressante qu'on a avec Genspark, c'est tout simplement la possibilité maintenant de faire appel à lui sur n'importe quelle page internet. Donc par exemple, ici je suis sur une vidéo YouTube, c'est l'interview qu'il y a eu du CEO de DeepMind, et je peux typiquement extraire un transcript directement de la vidéo pour avoir une transcription de cette vidéo. Je peux, alors bon là j'ai exploité mes crédits gratuits, donc là je pourrais pas le faire, mais puisque j'ai déjà utilisé, mais en tout cas avec un compte vous pourrez le faire la première fois. Et ensuite vous avez un système de crédit qui se recharge tous les jours. Vous pouvez faire des résumés de la vidéo, vous pouvez générer même un podcast à partir de cette vidéo, donc tout un tas de choses assez intéressantes que vous pouvez faire. Et vous pouvez à n'importe quel moment sur une page lancer ce petit assistant qui va vous permettre de poser des questions sur tout simplement la page que vous êtes en train de consulter. Donc voilà, fonctionnalité plutôt intéressante, forcément ça permet d'avoir une intégration un peu plus simple de l'intelligence artificielle avec éventuellement vos navigations, etc. sur internet. Donc allez y jeter un œil si ça vous intéresse, et surtout que pour l'instant c'est gratuit et que Genspark fournisse quand même des crédits tous les jours gratuitement, et puis après si vous voulez vous en servir un peu plus, il faudra passer sur les versions payantes, mais honnêtement vu ce que l'outil est capable de faire, ça peut valoir le coup. Bon, sinon je voulais quand même vous parler d'un autre sujet qui est quand même en train de monter, et je pense que c'est quelque chose que j'ai pas forcément beaucoup apporté jusqu'à maintenant dans le podcast, et je vous ferai une vidéo dédiée si ça vous intéresse. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rajouter un petit commentaire. C'est tout simplement l'arrivée en masse maintenant de tout ce qui est lié au connecteur MCP. Donc qu'est-ce que c'est concrètement? Ça va tout simplement vous permettre de connecter votre chatbot préféré à tout un tas de choses, et notamment éventuellement à votre boîte mail, ou à éventuellement votre Google Drive, etc. Donc c'est à la fois incroyable et à la fois il faut faire quand même assez attention. Pour l'instant on en est encore entre guillemets au début, et donc il peut quand même y avoir des véritables erreurs, et surtout on peut se retrouver avec des IA qui peuvent complètement dérailler et faire des erreurs, mais ça reste quand même super intéressant. Donc là je vous montre un exemple avec le chat par exemple, donc l'IA de Mistral, et tout simplement en fait ici on va pouvoir cliquer sur activer les outils, et j'ai activé tout simplement l'outil Gmail. Donc voilà, j'aurais pu activer l'outil Google Agenda, Outlook, etc. Là j'ai activé Gmail, et grâce à cette activation de cet outil Gmail, je peux par exemple lui demander quel est le dernier mail que j'ai reçu, et là du coup l'IA va pouvoir nous répondre. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant du coup pour gagner du temps. Maintenant, vraiment faites attention. Pour l'instant, on en est encore un petit peu au début. Moi, je le fais pas sur ma boîte mail principale, mais voilà, c'est quand même assez intéressant de voir que ça fonctionne. Donc là, voilà, par exemple, j'ai eu un mail de Google, tout simplement, aujourd'hui à 14h30 sur mes réglages de compte. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que derrière, on peut aussi lui dire génère une réponse à ce mail dans mes brouillons Gmail, et là du coup il va pouvoir me faire une réponse et directement la générer dans mes brouillons. Alors je vais lui dire génère la réponse dans mes brouillons, je vais insister parce que là il l'a pas fait. Voilà, et là il y a eu le petit indicateur qui m'a dit rédige l'email dans Gmail, et donc là il a bien généré la réponse, et il a bien surtout rajouté dans mes brouillons. Donc si je vais faire un tour sur la boîte Gmail, je vais pouvoir voir justement qu'il aura déjà commencé à faire cette réponse, et j'aurais même pu lui dire d'envoyer un email. Donc c'est là où ça peut être super intéressant, mais aussi super dangereux, parce que derrière, si l'agent commence à dérailler et faire n'importe quoi, il peut avoir un vrai contrôle complet sur votre boîte mail, donc faites quand même attention. Bon, en tout cas, j'en profite pour vous montrer aussi comment le faire sur ChatGPT. Donc vous allez tout simplement cliquer sur votre nom, et ensuite vous allez pouvoir aller sur paramètres, et là vous avez application, connecteur, et là vous avez tout un tas de connecteurs. Donc là sur ce compte là je vois juste que j'ai Google Drive, Microsoft OneDrive de disponibles, mais il y a d'autres connecteurs qui sont disponibles. Là ici ça va juste me permettre d'accéder aux informations qui sont sur mon Google Drive, et donc là maintenant je peux lui demander par exemple quels sont les fichiers qu'il y a sur mon compte. Alors là j'en ai pas particulièrement beaucoup, mais bon, en tout cas je pourrais lui poser la question. Mais voilà, ça c'est l'intérêt du coup d'avoir ce type de connecteur. Donc
Il y a des connecteurs qui sont juste en lecture, donc là par exemple Google Drive ça va juste être en lecture sur ChatGPT, mais maintenant il y a aussi des connecteurs qui peuvent carrément écrire, donc ça peut vraiment être intéressant. Et d'ailleurs ça fait partie des autres actus qu'il y a eu cette semaine. Claude, alors uniquement pour l'instant pour les comptes payants max, donc le compte qui est à $80 par mois si je dis pas de bêtises, peut maintenant créer des documents directement dans le Google Drive. Donc on le connecte avec ces fameux connecteurs MCP, on le connecte à notre Google Drive, et après à partir de là on est capable de lui demander de nous créer tout simplement un fichier Google Slide ou un fichier Google Excel, enfin Google Sheet pardon, ou encore un fichier Google Doc, et il va carrément le créer directement dans notre Google Drive. Donc c'est vraiment hyper intéressant, mais attention, il y a déjà des chercheurs qui ont commencé à essayer un petit peu de jouer avec tout ça, et en fait on peut tout simplement essayer d'injecter des instructions avec des documents malveillants, ou avec en tout cas des attaques malveillantes, donc par exemple en passant par l'agenda, en envoyant une invitation à la personne avec des instructions écrites dans l'invitation, on peut tout simplement détourner le modèle et par exemple lui demander de nous renvoyer des données confidentielles. Donc c'est pour ça que pour l'instant voilà, je vous le présente, mais je trouve qu'il faut quand même encore vraiment faire attention à l'aspect sécurité là-dessus. Donc si vous l'utilisez, utilisez-le plutôt voilà, sur des comptes de test, ou des comptes en tout cas qui sont pas trop critiques, parce qu'il y a quand même un véritable risque derrière tout ça. Donc voilà, c'est tout pour les démos. Maintenant on va passer à quelques actualités. Donc la première, elle concerne Anthropic. Ils ont accepté un règlement de 1,5 milliard de dollars pour avoir utilisé des livres qui ont été tout simplement piratés afin d'entraîner leur modèle d'IA, ce qui pourrait être le plus grand recouvrement dans l'histoire du droit d'auteur aux États-Unis. Donc l'accord il prévoit une indemnisation de 3 000 $ par œuvre pour environ 500 000 ouvrages qui ont été concernés, mais pour l'instant le juge qui s'occupe de cette affaire, il a plutôt vivement critiqué ce projet, puisqu'il trouve qu'il est assez chaotique et qu'il est un petit peu imposé aux auteurs. Donc pour l'instant il a refusé l'approbation préliminaire de cette amende, entre guillemets, de ce règlement que Anthropic avait trouvé d'un commun d'accord avec les ayants droit. Et donc voilà, pour l'instant c'est en pause, mais en tout cas si jamais ça se fait, ce serait un paiement qui serait assez énorme. Et franchement 1,5 milliard c'est quand même gigantesque. Anthropic, ils ont quand même une grande valorisation, ils sont à 192 milliards de valorisation, mais bon ça c'est leur valorisation, c'est pas l'argent cash qu'ils ont. Donc s'ils doivent payer cette forte amende, ça va quand même leur coûter très très cher, d'autant plus que derrière ils sont censés supprimer entièrement tous les livres qui avaient été utilisés, et que donc du coup ils peuvent plus les utiliser pour entraîner leur modèle. Alors peut-être que voilà, ce qu'ils ont pu réussir à déjà faire avec ça leur permet déjà d'avoir une IA suffisamment puissante, et que entre guillemets même s'ils doivent payer cette grande amende, c'est quand même rentable pour eux. Je sais pas, en tout cas on verra déjà si l'amende sera actée par le juge ou non. Bon, toujours du côté des amendes, on a aussi Warner Bros qui a intenté un procès contre Midjourney, qui accuse l'entreprise d'être capable de générer des images de personnages emblématiques comme par exemple Batman, Superman ou Scooby-Doo. Donc voilà, la plainte allège que Midjourney permet à ses utilisateurs de créer des copies et des œuvres dérivées illimitées des personnages de Warner Bros. Donc on verra exactement comment tout ça sera jugé, mais bon voilà, c'est vrai qu'on est capable de faire des choses qui sont clairement sous copyright avec Midjourney, même si bon ils essayent de mettre certains garde-fous. Bon là clairement Superman, Batman, c'est des choses qui sont clairement générables par Midjourney, donc on verra comment tout ça se passera, sachant que honnêtement je pense qu'on peut probablement réussir à faire pareil avec les modèles de OpenAI. Donc est-ce que derrière ils se prendront également un procès là-dessus? L'avenir nous le dira. Ensuite, petite actualité du côté de Apple. Apple a fait l'annonce justement de tous ces nouveaux appareils lors de sa keynote donc la semaine dernière, et on a bien vu qu'il y avait quelque chose qui était quand même passé aux oubliettes, c'est tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Autant sur la conférence de l'an dernier ils en avaient mis partout, et finalement on avait tous été très déçus, les fonctionnalités n'étaient pas arrivées, et puis voilà ils ont même eu des fois ils ont dû revenir en arrière sur pas mal de ça, en disant qu'il y a même des publicités qui ont dû être annulées, etc. parce qu'ils vendaient des fonctionnalités IA qui finalement n'étaient pas là. Donc là pour le coup ils l'ont pas fait, mais ils ont quand même parlé d'une fonctionnalité intéressante sur les AirPods Pro 3 qui vont être capables de faire de la traduction en temps réel. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir tester tout ça, même si il va falloir être un peu plus patient en Europe, puisque pour l'instant Apple a indiqué que ça arrivera plus tard en Europe, puisqu'il cite que les exigences d'interopérabilité du Digital Market Act, le DMA, font qu'il y aura du retard sur l'arrivée de ces fonctionnalités en Europe. Alors est-ce que c'est vraiment ça le problème, ou est-ce que aussi c'est juste le temps de pouvoir affiner un petit peu
comment dire, la fonctionnalité pour qu'elle soit vraiment intéressante et qu'elle puisse peut-être fonctionner avec un peu plus de langues pour que ce soit plus utile en Europe. Bon, je sais pas exactement, en tout cas pour l'instant, la fonctionnalité n'arrivera pas tout de suite en Europe. Et justement du côté de l'Europe, ça me fait une bonne transition puisqu'on a notre start-up française Mistral AI qui a annoncé une levée de fonds de 1,7 milliard d'euros, valorisant l'entreprise à 11,7 milliards d'euros, ce qui en fait, je crois, l'une des plus grandes start-up européennes. Donc ce tour de table, il a été mené par ASML, c'est un des leaders des équipements pour semi-conducteurs. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est ceux qui en fait fournissent les machines qui sont ensuite utilisées par Nvidia, par tous les fabricants de processeurs TSMC, etc. Voilà, ASML, ils font toute la partie radiographie, donc c'est toute la partie où ils vont justement faire du gravage avec des machines qui font de la gravure tout simplement pour faire les transistors. Et donc c'est vraiment sans ça, on ne pourrait pas avoir tous les processeurs qu'on utilise aujourd'hui. Et donc ils sont vraiment un des fournisseurs importants. Et donc ils se sont mis à faire ce partenariat avec Mistral. Donc voilà, c'est un partenariat européen, je pense, d'assez grande ampleur, avec justement l'objectif de pousser la recherche pour aussi résoudre des technologies complexes dans des industries stratégiques. On continue avec l'Europe et avec l'Allemagne qui a inauguré le supercalculateur Jupiter. C'est le plus puissant d'Europe au centre de recherche de Jülich, représentant un investissement de 500 millions d'euros. Il est financé par l'Union européenne, le gouvernement fédéral allemand et la région. Il est équipé de près de 24 000 processeurs Nvidia GH200 et il est destiné à la recherche, à l'industrie et aux organismes publics pour entraîner des modèles d'IA de nouvelle génération et réaliser des simulations complexes, climat, cerveau humain, etc. Donc avec Jupiter, l'Allemagne se positionne au 4e rang mondial en matière de supercalculateurs, bien que dépendant forcément de puces américaines. Mais voilà, intéressant de voir qu'on a quand même un supercalculateur très sérieux en Europe. Ensuite, on a une actualité du côté de Microsoft qui va intégrer des modèles d'IA de chez Anthropic, donc les modèles de Claude, notamment Claude Sonnet 4 dans sa suite Office 365, mettant fin à l'exclusivité qu'on a actuellement avec OpenAI. Donc je sais pas exactement quand est-ce que ce sera en cours d'implémentation, mais honnêtement je trouve que c'est une bonne nouvelle dans le sens où aujourd'hui Copilot qui fonctionne avec OpenAI ne fonctionne juste pas bien. C'est vrai que pour tout ce qui est tâches de bureautique, analyse de tableau Excel, analyse de documents, etc., je trouve que Claude est vraiment au-dessus que ChatGPT, et ça depuis un bon petit moment. Et donc le fait de l'intégrer à Copilot, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, je me méfie parce que l'intégration de ChatGPT dans Copilot, elle est quand même assez mauvaise. Il y a quand même beaucoup de limitations, beaucoup de choses qui ne veulent pas fonctionner. Copilot est souvent assez frustrant, et au final, on se retrouve à avoir un ChatGPT armanderie. Donc j'ai peur que ce soit un peu similaire avec l'arrivée justement de Claude dans les outils de Microsoft. Mais voilà, dès qu'il sera disponible, j'essaierai de le tester pour voir si ça redonne une seconde vie à Copilot, et qu'on se retrouve avec une IA de chez Microsoft enfin pertinente à utiliser. Toujours du côté de Microsoft et OpenAI ont également signé un accord préliminaire non contraignant pour redéfinir des termes de leur partenariat dans un contexte où OpenAI cherche à devenir une entité à but lucratif. Donc voilà, c'est encore un petit peu vague, mais on verra ce que ça donne. Ils sont encore partenaires, mais on va voir exactement comment leur partenariat va éventuellement évoluer. En tout cas, on voit que Microsoft essaye vraiment d'avoir maintenant d'autres fournisseurs d'IA, notamment avec Anthropic, mais qui sont aussi toujours en train de travailler sur leur modèle personnel, les modèles de Microsoft en matière d'IA, pour justement gagner un petit peu en indépendance vis-à-vis de OpenAI. Ensuite, on a une actualité du côté de YouTube. Après une phase de test de 2 ans, YouTube a officiellement lancé sa fonctionnalité de piste audio multilingue permettant aux créateurs d'ajouter des doublages dans différentes langues à leurs vidéos. Donc la plateforme utilise la technologie Gemini de Google pour un outil de doublage automatique par IA qui peut répliquer le ton et les émotions d'un créateur. Les créateurs ayant testé la fonctionnalité ont vu en moyenne plus de 25% de temps de visionnage provenir de langues non primaires. Donc écoutez, pourquoi pas, je vais voir si je peux l'activer moi-même pour mes vidéos. Comme ça, si vous voulez m'entendre dans une autre langue, on verra ce que ça donne. Pour être tombé sur certaines vidéos de justement traduites comme ça, quand c'est des vidéos où il y a vraiment l'information qui nous intéresse et que c'est présent dans aucune autre langue, ça peut être intéressant. Après, honnêtement, on va pas se mentir, c'est quand même moins agréable de regarder ça que de regarder quelque chose qui est directement dans la langue originale, ou en tout cas même avec des sous-titres, mais bon, ça peut quand même être assez pratique dans pas mal de cas d'usage.
Ensuite, on va avoir une actualité toujours européenne du côté de l'Albanie. Le Premier ministre albanais a nommé une intelligence artificielle nommée Diela, qui veut dire soleil en albanais, au poste de ministre chargé des marchés publics. L'objectif est de lutter contre la corruption, d'accroître la transparence et d'assurer une traçabilité de chaque euro dépensé dans les appels d'offres publics. Diela était à l'origine une assistante sur le portail gouvernemental e-Albania, où elle a déjà facilité des milliers de démarches administratives. Bon, voilà, pourquoi pas, écoutez, j'espère que ça marchera de leur côté. En soi, rajouter un algorithme pour éviter la corruption, c'est pas forcément une mauvaise idée. Après, je me demande vraiment comment il est implémenté et quels sont les garde-fous pour vraiment limiter ce genre de choses-là. Mais bon, voilà, je trouve que c'est une initiative assez intéressante. On se souvient que l'Ukraine avait aussi créé un avatar IA pour faire ses communications justement vers l'étranger. Donc je crois que c'était un ambassadeur, ou enfin je sais plus exactement quel était le titre. Mais bon, on voit qu'en tout cas, il y a plusieurs pays qui n'hésitent pas à aller justement intégrer des acteurs IA directement au sein du gouvernement. Donc c'est quelque chose qui commence à prendre, c'est plutôt bien, je pense que ce soit en train d'arriver. Bon, maintenant, pour l'instant, effectivement, je pense que c'est des choses qui sont encore anecdotiques et qui sont pas forcément parfaitement intégrées. Mais bon, c'est des choses qui dans l'avenir pourraient avoir un peu plus d'intérêt, donc pourquoi pas, affaire à suivre. On a ensuite une actualité du côté du CHU de Reims, qui a inauguré le PEPS, donc c'est une entité de test dédiée aux outils d'IA pour les soignants et les patients. Une première en France, le but est de permettre aux entreprises de tester leurs innovations en conditions réelles pour accélérer leur développement et valider leurs apports médico-économiques. Les projets incluent un algorithme d'aide à la prescription d'insuline et des capteurs pour détecter des complications chez les patients. L'objectif est aussi de libérer du temps administratif pour le personnel soignant afin qu'il puisse se consacrer davantage aux patients. Donc voilà, intéressant de voir qu'on a aussi également des initiatives au niveau de la médecine avec l'IA, puisque je pense que dans ce domaine-là, il y a pas mal de choses à faire et effectivement, si ça peut faire gagner du temps aux soignants, c'est quand même une très bonne chose. Et enfin, on a une étude d'OpenAI qui nous parle des hallucinations et qui nous dit tout simplement que le fait que l'IA aujourd'hui soit incitée à essayer de faire des suppositions chanceuses, parce que des fois elle peut avoir raison mais des fois elle peut avoir tort, et c'est en partie ça aussi qui fait que l'IA a tendance à plus halluciner. Forcément, quand on l'entraîne et quand on l'évalue, s'il nous donne une réponse qui paraît le plus plausible, même si elle a eu un coup de chance entre guillemets, on va tendance à vouloir récompenser l'IA, alors que si elle nous dit quelque chose de faux, on va pas forcément suffisamment la pénaliser. Et donc c'est en partie pour ça aussi que les IA ont tendance à halluciner, et en tout cas OpenAI est en train de travailler sur ce genre de choses là, et c'est vrai qu'on peut voir déjà que je trouve en tout cas avec GPT-5 on a quand même beaucoup moins d'hallucinations que ce qu'on pouvait avoir avant avec GPT-4. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine, un épisode un peu plus court, mais voilà, vous aurez quand même eu votre dose d'actualité de l'IA. On se retrouve la semaine prochaine en pleine forme, et surtout n'hésitez pas si vous avez des suggestions ou des choses que vous voulez voir, je pourrais essayer de vous faire une vidéo dédiée sur un sujet. Même si voilà, je vous cache pas que là cette rentrée elle est très très chargée, et que voilà, je donne beaucoup de formations sur le mois de septembre, octobre et novembre, donc forcément je suis pas mal occupé, mais bon voilà, toujours là en tout cas pour vous donner votre dose d'actu, et sinon comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao.